Mai 1945, quelque part en Alsace. Les mains de Friedrich Müller tremblaient alors qu'il tendait sa gamelle en métal bosselé vers le cuisinier français. 23 ans, soldat de la Wehrmacht capturé 3 semaines plus tôt près de Strasbourg. Il s'attendait à recevoir une louche d'eau trouble, avec peut-être quelques morceaux de pommes de terre pourries, ce qu'il avait vu faire aux prisonniers soviétiques sur le front de l'Est. Ce qu'il méritait, pensait-il, après ce que l'Allemagne avait fait à la France. Le cuisinier, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par 4 années d'occupation, plongea sa louche dans la marmite fumante. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La gamelle de Friedrich se remplissait de ragoûts épais, avec de véritables morceaux de viande visibles, des carottes, des pommes de terre entières, puis une tranche de pain. Pas le pain noir et dur qu'on donnait aux chiens, du vrai pain blanc. Friedrich fixa sa gamelle, incapable de bouger. Derrière lui, un autre prisonnier le poussa légèrement. « Avance !» murmura-t-il en allemand. Mais Friedrich restait figé, regardant cette nourriture qui représentait plus de calories qu'il n'en avait vu en une journée entière depuis des mois. Ses yeux se remplirent de larmes. Le cuisinier français le regarda sans expression particulière, puis fit un geste de la main. « Allez, circule, il y en a d'autres qui attendent. » Si vous appréciez ce type de contenu historique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ce moment de confusion et d'incrédulité, Friedrich Müller n'était pas le seul à l'expérimenter au printemps et à l'été 1945. À travers la France, dans des centaines de camps de prisonniers improvisés, près de 700 000 soldats allemands capturés découvraient une réalité qui contredisait tout ce qu'on leur avait dit, tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils pensaient mériter. Pour comprendre leur choc, il faut d'abord comprendre ce qu'ils avaient quitté. L'Allemagne de 1945 était un pays en train de mourir de faim. Les rations officielles dans les villes allemandes étaient tombées à 800 calories par jour, parfois moins. Dans certaines zones, les civils survivaient avec des soupes d'ortie et d'écorce d'arbres. Les soldats sur le front, même ceux qui n'avaient pas encore été capturés, recevaient des rations de plus en plus maigres. Le système logistique nazi s'était effondré. Les trains ne circulaient plus. Les dépôts étaient vides. Klaus Weber, 19 ans, capturé en Bavière en avril 1945, se souviendrait plus tard. Les 3 derniers mois avant ma capture, nous mangions 1 fois par jour si nous avions de la chance. Souvent, c'était juste du pain moisi et du café fait avec des glands grillés. Nous avions tellement faim que nous mâchions l'herbe. Je pesais 47 kilos quand j'ai été capturé. J'en faisais 70 avant la guerre. Et ces hommes, affamés, épuisés, vaincus, s'attendaient au pire de la part des Français. Ils savaient ce que l'Allemagne avait fait à la France. 4 années d'occupation, les réquisitions massives de nourriture qui avaient laissé les Français affamés, les déportations, les exécutions, les villages brûlés, les otages fusillés. Ils savaient, même si beaucoup refusaient de l'admettre pleinement, qu'ils avaient des comptes à rendre. La propagande nazie leur avait martelé que les Français étaient un peuple faible, décadent, vaincu. Mais elle leur avait aussi dit que ce peuple vaincu chercherait une vengeance terrible. Les soldats allemands qui se rendaient aux Français s'attendaient à se battus, affamés, peut-être exécutés. Certains avaient vu ce que les Soviétiques faisaient aux prisonniers allemands à l'Est. Ils imaginaient que les Français feraient pire. Alors quand Friedrich Müller reçut cette gamelle pleine, quand il s'assit sur le sol poussiéreux du camp et commença à manger lentement, essayant de ne pas vomir parce que son estomac rétréci ne pouvait plus gérer une vraie nourriture, il ne comprenait pas. Autour de lui, 200 autres prisonniers mangeaient en silence. Beaucoup pleuraient, doucement. Ce n'était pas de la gratitude. Pas encore. C'était de la confusion pure. Une dissonance cognitive si profonde qu'elle faisait physiquement mal. « Pourquoi ?» demanda Friedrich à un garde français qui passait. Le garde, un jeune homme d'environ son âge, s'arrêta et le regarda. « Pourquoi quoi ?» Friedrich montra sa gamelle presque vide. « Pourquoi nous donnez-vous à manger ? Nous sommes vos ennemis. Nous avons occupé votre pays. » Le garde resta silencieux un moment, puis haussa les épaules. « Parce que vous êtes des hommes, et parce que nous ne sommes pas vous. » Cette réponse simple contenait une vérité complexe que Friedrich et des centaines de milliers d'autres prisonniers allemands allaient découvrir dans les mois suivants. La France de 1945 était elle-même affamée. Les civils français recevaient des rations officielles d'environ 1200 calories par jour, bien en dessous des besoins d'un adulte. Le système de rationnement qui avait été imposé pendant l'occupation continuait. Le pain était rationné, la viande était rare, le sucre, le beurre, les œufs étaient ces luxes presque introuvables. Dans les villes,
Les Français faisaient à la queue pendant des heures pour obtenir leur maigre ration. Le marché noir florissait, mais à des prix que peu pouvaient se permettre. Les enfants français grandissaient rachitiques, marqués par des années de malnutrition. Les hôpitaux manquaient de tout. Les écoles servaient des repas qui auraient été considérés comme insuffisants, même en temps de paix. Et pourtant, malgré cette pénurie, malgré cette faim qui rongeait la population française, les autorités françaises avaient pris une décision. Les prisonniers allemands recevraient sur des rations conformes à la Convention de Genève. Cela signifiait, en théorie, les mêmes rations que les troupes françaises elles-mêmes. En pratique, cela signifiait souvent plus de nourriture que ce que recevaient les civils français. Cette décision n'était pas née de la générosité pure ou d'un idéalisme naïf. Elle était pragmatique, calculée et révélatrice d'une vision particulière de ce que devait être la France d'après-guerre. Les autorités françaises avaient besoin de ces prisonniers. Le pays était en ruine, les ponts étaient détruits. Les routes étaient criblées de cratères. Les villes étaient des champs de décombres. Les usines étaient bombardées. Les champs étaient minés. La France avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire et elle en avait besoin immédiatement. Des prisonniers affamés ne pouvaient pas travailler. Des prisonniers malades ne pouvaient pas déblayer les décombres, réparer les routes, reconstruire les ponts. Si la France voulait utiliser cette main-d'œuvre captive, elle devait la maintenir en état de fonctionner. C'était un calcul froid, pratique. Mais il y avait aussi autre chose. Le général de Gaulle et les autorités françaises voulaient démontrer quelque chose au monde et à eux-mêmes. La France avait été humiliée, occupée, vaincue. Maintenant, dans la victoire, elle voulait montrer qu'elle était différente de ses ennemis, que la civilisation française signifiait quelque chose, que même dans la défaite de l'ennemi, la France maintiendrait certains standards, certaines valeurs. Traiter les prisonniers selon les règles internationales, même quand ces prisonniers venaient d'un pays qui avait violé toutes ces règles, c'était une déclaration, une affirmation que la France n'était pas tombée au niveau de ses occupants. Cette politique créait des tensions profondes. Dans les villages français, où les prisonniers allemands travaillaient, les habitants regardaient ces hommes recevoir du pain blanc, pendant qu'eux-mêmes mangeaient du pain noir. Ils voyaient les prisonniers recevoir de la viande pendant que leurs propres enfants n'en avaient pas goûté depuis des mois. La colère était palpable, compréhensible, justifiée. Marie Duchamp, une femme de 38 ans dont le mari était mort dans un camp de concentration allemand, vivait dans un village de Normandie où 50 prisonniers allemands étaient relogés. Je les voyais manger, se souviendrait-elle. Je les voyais recevoir leur nourriture et mes enfants pleuraient de faim à la maison. Mon fils avait 7 ans et il était si maigre que je pouvais compter ses côtes. Et ces Allemands, ces hommes qui avaient tué mon mari, ils mangeaient mieux que nous. Je les haïssais pour ça. Je haïssais mon propre gouvernement pour ça. Mais même dans cette haine, quelque chose de complexe se développait. Les prisonniers allemands travaillaient dans les champs français, dans les fermes, sur les routes. Ils travaillaient sous surveillance, mais ils travaillaient côte à côte avec des civils français. Et lentement, malgré la colère, malgré la méfiance, des interactions humaines commençaient à se produire. Hans Richter, 25 ans, ancien soldat de la Wehrmacht, fut assigné à travailler dans une ferme près de Caen. Le fermier, Pierre Moreau, avait perdu son fils aîné pendant la bataille de France en 1940. Il avait toutes les raisons de détester Hans. Les premières semaines, il ne lui adressa pas la parole. Il lui montrait le travail à faire d'un geste, puis s'éloignait. Mais un jour de juin, sous un soleil écrasant, alors que Hans travaillait à réparer une clôture, il s'effondra. La chaleur, le travail physique après des mois de malnutrition, c'était trop. Pierre le trouva inconscient dans le champ. Il aurait pu le laisser là. Personne ne l'aurait blâmé. Au lieu de cela, il le porta à l'ombre, lui donna de l'eau, puis du cidre frais. Quand Hans reprit conscience, Pierre était assis à côté de lui, silencieux. « Pourquoi ?» demanda Hans en français hésitant. Pierre ne répondit pas immédiatement. Il regardait les champs, les collines au loin, le ciel d'été. Finalement, il dit « Parce que tu es le fils de quelqu'un. Quelque part, une mère attend ton retour, comme j'attendais le retour de mon fils. » Il se leva et retourna à son travail. Hans resta assis à l'ombre, pleurant silencieusement. Ces moments de connexion humaine inattendus se produisaient dans toute la France. Pas partout, pas toujours. Il y avait aussi de la cruauté, des abus, des violences. Certains gardes français battaient les prisonniers, certains civils crachèrent sur eux. Certains camps avaient des conditions terribles,
surtout dans les premiers mois chaotiques après la libération. Mais à mesure que 1945 progressait vers 1946, un modèle se stabilisait. Les prisonniers allemands recevaient de la nourriture. Pas de la nourriture luxueuse, pas des festins, mais de la nourriture adéquate, suffisante pour survivre, pour travailler, pour maintenir leur santé. Pour beaucoup de ces hommes, c'était plus qu'ils n'avaient eu en Allemagne depuis des mois, voire des années. Kurt Schneider, capturé en Alsace en janvier 1945, écrivit dans une lettre à sa famille en août de la même année « Je mange mieux ici, en tant que prisonnier des Français, que je ne mangeais en tant que soldat de notre propre armée. Nous avons du pain tous les jours, de la soupe avec de la viande plusieurs fois par semaine, parfois même du fromage. Je ne comprends pas. Nous avons affamé ce pays pendant 4 ans, et maintenant ils nous nourrissent. » Cette incompréhension était au cœur de l'expérience de captivité pour beaucoup de prisonniers allemands, en France. Ils arrivaient avec un ensemble d'attentes basées sur la propagande nazie, sur leurs propres expériences de la guerre, sur ce qu'ils savaient de ce que l'Allemagne avait fait. Ils s'attendaient à la vengeance, à la cruauté, à la faim. Au lieu de cela, ils trouvaient un traitement qui, bien qu'il ne soit certainement pas confortable ou agréable, était fondamentalement humain. Cette dissonance cognitive forçait une réévaluation. Si les Français n'étaient pas le peuple faible et décadent que la propagande avait décrit, qui étaient-ils vraiment? Si les Français pouvaient montrer de l'humanité envers leurs ennemis vaincus, qu'est-ce que cela disait sur les valeurs allemandes? Si un pays affamé pouvait encore respecter les conventions internationales, qu'est-ce que cela révélait sur le pays qui les avait violées? Ces questions n'étaient pas abstraites ou philosophiques pour les hommes qui vivaient dans les camps. Elles étaient viscérales, immédiates, inévitables. Chaque repas était un rappel, chaque interaction avec un civil français qui ne les battait pas, ne les crachait pas dessus, ne les affamait pas, était une remise en question de tout ce qu'on leur avait dit. Wilhelm Koch, 32 ans, ancien sergent, passa 2 ans dans un camp près de Lyon. Il travaillait à la reconstruction d'un pont détruit. Les premiers mois, se souviendrait-il, je ne pouvais pas comprendre. Je pensais que c'était un piège, une sorte de cruauté psychologique, qu'ils nous nourrissaient maintenant pour mieux nous affamer plus tard. Mais les mois passaient, et la nourriture continuait à venir. Pas toujours abondante, parfois maigre, mais elle venait. Et lentement, très lentement, je commençais à réaliser que peut-être, juste peut-être, tout ce qu'on nous avait dit sur ces gens était faux. Cette réalisation était douloureuse. Elle forçait les prisonniers à confronter leur propre complicité, leur propre participation à un système qui avait été fondamentalement mauvais. Beaucoup résistaient à cette confrontation. Ils trouvèrent des excuses, des rationalisations. Nous ne faisions que suivre les ordres. Nous ne savions pas. Ce n'était pas nous, c'était les SS. Ces défenses psychologiques étaient compréhensibles, même si elles étaient inadéquates. Mais la nourriture continuait à venir. 3 fois par jour, les gamelles se remplissaient. Et avec chaque repas, avec chaque morceau de pain, avec chaque louche de soupe, une fissure s'élargissait dans l'armure idéologique que ces hommes avaient portée. Pas pour tous. Certains restaient des nazis convaincus, même dans les camps. Ils interprétèrent la nourriture française comme une faiblesse, une preuve de la décadence qu'on leur avait enseignée. Mais pour beaucoup d'autres, c'était le début d'une transformation. Cette transformation n'était pas romantique ou dramatique. Elle était lente, confuse, souvent douloureuse. Elle se produisait dans les moments silencieux, quand un prisonnier réalisait qu'il avait assez mangé pour ne plus avoir faim. Elle se produisait quand un garde français partageait une cigarette. Elle se produisait quand un fermier français montrait à un prisonnier comment faire quelque chose, avec patience, plutôt qu'avec cruauté. En septembre 1945, environ 600 000 prisonniers allemands travaillaient dans toute la France. Ils déblayaient les décombres dans les villes bombardées. Ils réparaient les routes et les ponts. Ils travaillaient dans les fermes, aidant à la récolte. Ils reconstruisaient les usines. Leur travail était essentiel à la reconstruction française. Sans eux, le processus aurait pris des années de plus. Et ils étaient nourris pour ce travail. Pas généreusement, pas luxueusement, mais adéquatement. Les autorités françaises calculaient les rations nécessaires pour maintenir la capacité de travail. C'était pragmatique, mais c'était aussi conforme aux standards internationaux que l'Allemagne nazie avait méprisés. Dans certains camps, les prisonniers recevaient environ 2500 calories par jour quand ils effectuèrent des travaux physiques lourds.
C'était plus que ce que recevaient de nombreux civils français. C'était certainement plus que ce que recevaient les civils allemands en Allemagne à la même période. Cette réalité créait des tensions, mais elle reflétait aussi une décision politique consciente. La France voulait reconstruire rapidement. Elle voulait aussi démontrer au monde qu'elle était une nation civilisée, même dans la victoire. Et peut-être, pour certains décideurs français, il y avait aussi l'espoir que traiter les prisonniers allemands humainement pourrait contribuer à briser le cycle de vengeance et de contre-vengeance qui avait marqué les relations franco-allemandes depuis des décennies. Cet espoir n'était pas universel. Beaucoup de Français voulaient une vengeance plus directe, plus viscérale. Ils avaient craint souffert pendant 4 ans. Ils avaient vu leurs proches déportés, fusillés, affamés. L'idée de nourrir les Allemands leur était insupportable. Dans certains villages, des incidents violents éclataient. Des prisonniers étaient attaqués. Des gardes qui étaient perçus comme trop indulgents étaient menacés. Mais la politique officielle tenait. Les prisonniers continuaient à être nourris. Et lentement, très lentement, quelque chose changeait. Pas dans tous les cœurs, pas dans toutes les communautés, mais dans suffisamment d'endroits pour que ce soit notable. Les Français commençaient à voir les prisonniers, non pas comme des monstres nazis, mais comme des hommes qui avaient fait des choses terribles, qui avaient participé à un système terrible, mais des hommes quand même. Cette humanisation était bidirectionnelle. Les prisonniers allemands commençaient aussi à voir les Français différemment. Pas comme le peuple faible et décadent de la propagande, mais comme des gens qui avaient souffert, survécu, et qui choisissaient maintenant de maintenir certains standards, même face à leurs ennemis vaincus. Ernst Bauer, 28 ans, passa 18 mois dans un camp près de Bordeaux. Il travaillait dans les vignobles, aidant à la récolte du raisin. Le propriétaire du vignoble, M. Garnier, avait perdu son frère dans un camp de concentration allemand. Les premières semaines, il ne parlait pas à Ernst. Il montrait le travail puis partait. Mais un jour, Ernst remarqua que M. Garnier boitait sévèrement. « Vous êtes blessé ?» demanda Ernst. M. Garnier s'arrêta, surpris qu'Ernst lui parle. « Vieille blessure, dit-il brièvement. De la dernière guerre. » Il voulait dire 1914-1918. Ernst hocha la tête. « Mon père aussi, il a perdu un bras à Verdun. » M. Garnier le regarda différemment alors. « Quel côté ?»« Le côté allemand, » dit Ernst. « Il était dans l'infanterie. » Un long silence. Puis M. Garnier dit « Mon frère est mort à Verdun, tué par un obus allemand. Et maintenant, 30 ans plus tard, j'ai perdu mon autre frère dans un camp allemand. » Il regarda Ernst directement. « Pourquoi ? Pourquoi nous faites-vous ça ? Encore et encore ?» Ernst n'avait pas de réponse. Il baissa les yeux. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je ne sais pas. » Mais après cela, quelque chose changea entre eux. M. Garnier commença à lui parler pendant le travail. Pas de choses profondes, juste des instructions, des commentaires sur la météo, sur les vignes. Mais c'était une reconnaissance de l'humanité d'Ernst. Et à la fin de la saison de récolte, quand Ernst devait retourner au camp principal, M. Garnier lui donna une bouteille de vin. « Pour quand tu rentreras chez toi, dit-il, pour te souvenir que tous les Français ne te haïssent pas, même si nous aurions toutes les raisons de le faire. » Ces moments de connexion humaine, multipliés par des milliers à travers la France, créèrent quelque chose d'inattendu. Non pas la réconciliation, pas encore, c'était trop tôt, trop douloureux, mais la reconnaissance que l'ennemi était humain, que la guerre avait été menée entre des peuples, pas entre des monstres et des saints. Cette reconnaissance était facilitée, ironiquement, par la nourriture. Chaque repas partagé, même dans le contexte de la captivité, même avec les déséquilibres de pouvoir évidents, était un moment d'humanité commune. Manger ensemble, c'est l'un des actes humains les plus fondamentaux. Et quand les Français choisissaient de nourrir leurs prisonniers, même au prix de leur propre confort, ils faisaient une déclaration sur qui ils voulaient être en tant que peuple. En 1946, alors que la situation alimentaire en France s'améliorait lentement, les rations des prisonniers s'amélioraient aussi. Pas dramatiquement, mais de manière notable. Du pain blanc plus régulièrement, de la viande plus souvent, parfois même du café. Véritable. Pas le substitut de chicorée ou de gland. Pour les prisonniers qui se souvenaient de la fin terrible de 1944-1945 en Allemagne, c'était presque incompréhensible. Otto Hoffmann, 35 ans, écrivit à sa femme en Allemagne en mars 1946. « Tu ne me croiras pas, mais hier nous avons eu du bœuf. Du vrai bœuf, pas du ersatz, pas de la viande mystère, mais du bœuf que je pouvais identifier. Et du pain avec du beurre.
Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé du beurre en Allemagne. C'était avant la guerre, je pense. Je sais que tu as faim là-bas, que les enfants ont faim, et ça me brise le cœur que je mange mieux ici, en prison, que vous à la maison. Mais je te jure, ce que je te dis est vrai. Les Français nous nourrissent. » Cette lettre, comme des milliers d'autres envoyées par des prisonniers à leurs familles en Allemagne, contribuait à créer une image différente de la France dans l'esprit allemand. Pas l'ennemi haï de la propagande, mais un pays qui, malgré sa propre souffrance, maintenait certains standards. Cette image aurait des conséquences à long terme pour les relations franco-allemandes d'après-guerre. Mais dans l'immédiat, en 1945 et 1946, l'impact le plus profond était sur les prisonniers eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux étaient de jeunes hommes qui avaient passé leurs années de formation sous le régime nazi. Ils avaient été endoctrinés, formés, envoyés à la guerre. Maintenant, dans la défaite, dans la captivité, ils découvrirent que le monde n'était pas tel qu'on le leur avait décrit. Cette découverte était désorienting. Elle remettait en question tout. Si les Français n'étaient pas faibles et décadents, si les valeurs de la civilisation occidentale que le nazisme prétendait défendre étaient en fait mieux incarnées par les ennemis de l'Allemagne, alors qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela disait sur l'Allemagne? Sur eux-mêmes? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Beaucoup de prisonniers ne voulaient pas y penser. Ils voulaient juste survivre, rentrer chez eux, retrouver leur famille. Mais les questions persistaient, renforcées par chaque repas, par chaque interaction humaine, par chaque moment où ils s'attendaient à la cruauté et recevaient à la place un traitement décent. En 1947, alors que le programme de rapatriement s'accélérait, des dizaines de milliers de prisonniers allemands commençaient à rentrer chez eux. Ils revenaient dans une Allemagne dévastée, affamée, occupée, divisée. Ils revenaient dans un pays qui devait confronter ce qu'il avait fait, ce qu'il était devenu. Et beaucoup de ces hommes revenaient avec une perspective qui avait été transformée par leur captivité en France. Ils racontaient à leurs familles, à leurs amis, à leur communauté, comment ils avaient été traités. Comment, malgré tout, malgré ce que l'Allemagne avait fait à la France, les Français les avaient se nourris, pas par faiblesse mais par force, pas par naïveté mais par choix conscient. Ces histoires se répandaient, elles contribuaient à créer une nouvelle compréhension, une nouvelle possibilité de relation entre les deux peuples. Ce n'était pas la réconciliation, pas encore. Les blessures étaient trop profondes, trop récentes, mais c'était le début de quelque chose. Une reconnaissance que même après la guerre la plus terrible, même après les crimes les plus horribles, il était possible de maintenir son humanité. Que traiter l'ennemi vaincu avec décence n'était pas de la faiblesse, mais de la force. Friedrich Müller, le jeune soldat qui avait pleuré devant sa première gamelle de ragoût en mai 1945, fut rapatrié en Allemagne en octobre 1947. Il avait passé 2 ans et demi dans divers camps en France. Il avait travaillé sur des routes, dans des fermes, dans des chantiers de reconstruction. Il avait été nourri, pas luxueusement, pas abondamment, mais adéquatement. Il avait survécu. Quand il arriva à la gare de Munich, sa mère l'attendait. Elle ne l'avait pas vu depuis 3 ans. Elle s'attendait à trouver un squelette, un homme brisé par la captivité et la faim. Au lieu de cela, elle vit son fils, amaigri certainement, marqué par la guerre, mais vivant, capable de marcher, de parler, de l'embrasser. « Comment ?» demanda-t-elle, touchant son visage, ses bras, s'assurant qu'il était réel. « Comment as-tu survécu? Les autres prisonniers qui sont revenus, ils sont si maigres, si malades. » Friedrich pensa à ces 2 années et demie, aux gamelles de ragoût, au pain blanc, aux moments d'humanité inattendus. « Les Français, dit-il simplement, les Français nous ont nourris. » Sa mère ne comprenait pas. « Mais pourquoi? Après ce que nous leur avons fait ?» Friedrich secoua la tête. « Je ne sais pas, maman. Peut-être parce qu'ils sont meilleurs que nous. Peut-être parce qu'ils voulaient nous montrer ce que signifie vraiment être civilisé. Tout ce qu'on nous a dit sur eux était faux. Tout. » Cette conversation répétée dans des milliers de foyers allemands, alors que les prisonniers rentraient, marquait le début d'un changement. Pas immédiat, pas complet, mais réel. Les graines d'une nouvelle relation franco-allemande étaient plantées, ironiquement, dans les camps de prisonniers où des hommes affamés avaient été nourris par le peuple qu'ils avaient opprimé. La générosité française n'était pas pure. Elle était mélangée de pragmatisme, de calcul politique, de besoin de main-d'œuvre. Mais elle était aussi réelle. Face à toutes les raisons de se venger et de faire souffrir, d'affamer, la France avait choisi une voie différente. Et ce choix,
faits dans les cuisines des camps de prisonniers, dans les décisions sur les rations, dans les moments où un cuisinier remplissait une gamelle 3 fois au lieu d'une, avaient des conséquences qui s'étendraient là bien au-delà de la guerre. Les prisonniers allemands qui avaient été choqués par les portions généreuses des Français rentraient chez eux avec plus que des souvenirs de nourriture. Ils rentraient avec la connaissance que même dans la défaite de leur ennemi, même dans la victoire sur ceux qui les avaient opprimés, il était possible de maintenir son humanité, que la vengeance n'était pas inévitable, que la civilisation signifiait quelque chose, même quand elle coûtait cher, même quand elle semblait injuste, même quand personne ne l'aurait blâmé de choisir autrement. Cette leçon, apprise gamelle par gamelle, repas par repas, dans les camps de prisonniers de la France d'après-guerre, serait l'un des fondements improbables de la réconciliation franco-allemande qui viendrait dans les décennies suivantes. Pas la seule fondation, certainement pas, mais une fondation réelle, construite sur l'acte simple et profond de nourrir son ennemi vaincu, non par faiblesse mais par choix.